Le dernier qu'on a géré, c'est celui de Mali. Avant celui de Mali, c'est celui de Ouagadougou. On avait des techniciens. Et lorsqu'on gère le risque, il n'y a pas de grade. C'est la vie humaine qui compte. Il n'y a pas de directeur général, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de... C'est la vie, hein, on parle de vie humaine. La façon par laquelle on gère le risque, on a une convention internationale avec on va dire, une société internationale qui s'appelle Control Risque, qui est une jointe venture avec SOS International. Et je vois que je suis normalement limité par le temps, donc je vais faire vite. Alors la dernière expérience qu'on a vécue, c'est celle de Ouagadougou, hein, à Burkina Faso. Il y avait des techniciens, à un moment donné, on reçoit un rappel automatique via email qu'il y a un coup d'État à Ouagadougou. Alors on a une personne, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, c'est qu'il faut d'abord contacter les spécialistes qui sont contre le risque. Après, il faut informer le top management, parce que ça fait partie en Suède, le top management est en Suède, ça fait partie des actes importants qui peuvent influencer sur l'équilibre de toute la multinationale. On perd une vie, la perte d'une vie est plus grave que la perte d'un marché de millions de dirhams, croyez-le ou pas, mais c'est des choses très stratégiques. Alors la personne était en train de travailler, il y avait le coup d'État, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'évacuer. Donc lorsqu'on dit coup d'État, on va dire couvre-feu, on va dire aéroport fermé, on va dire danger sur la vie humaine. Alors d'une façon générale, il y avait une mobilisation, et c'est des choses normalement qu'on ne voit que dans les films. Il y avait une mobilisation des groupes armés avec des voitures blindées qui ont assuré la sécurité de certaines personnes, et ce, sur 3 jours et 4 nuits. L'opération n'a pas été facile, l'opération a été très sensible, l'opération a été refaite en Égypte, a été refaite à Bahreïn, a été refaite au Mali, et c'est des choses, lorsqu'on aura le temps peut-être, pour laisser un peu le temps aux autres intervenants, on peut détailler ça beaucoup plus en détail. Je vous remercie infiniment par rapport à ça. Pour faire un peu d'humour, en fait, c'est Ami qui vous a parlé en tant que DRH, c'est-à-dire le gars en fait qui paie quand il y a un problème. Moi, je vais vous parler en tant qu'expatrié, dont le dernier posting était au Nigeria. Donc, je peux vous assurer que ça paie aussi très très bien là-bas. Donc, je vous encourage vraiment à aller dans ce genre de pays, parce que les meilleurs salaires sont dans ce genre de pays. Si vous voulez vous constituer... Pardon, Ami, je vais te couper la parole. Moi, je ne suis pas de ton avis. J'étais aussi au Nigeria, tu le sais. La probabilité pour qu'un étranger reste en liberté lorsque j'étais au Nigeria, c'est 5 minutes. Alors, n'y allez pas. J'ai passé 2 ans là-bas, donc je pense que j'ai battu le record là. Mais franchement, il faut développer cette logique en fait, de pluriculturalité. On en a parlé tout à l'heure. Le Maroc, en fait, il est en train de développer ce leadership continental et régional. Et un leadership, ça passe toujours par des leaders. Et pour le développer, il faut que les gens connaissent en fait ces pays. Et il n'y a pas meilleur moyen que vous, qui serez les ambassadeurs de la culture marocaine dans ces pays, mais aussi quand vous reviendrez, les ambassadeurs de la culture et de l'économie etc. de savoir de ce pays au Maroc. C'est des pays en fait qui, je peux vous dire en fait que quand vous êtes en plein Londres ou même en fait à Paris dans certains quartiers etc. vous savez que ça va finir mal. C'est la même chose en fait dans ce genre de pays. Vous évitez certains quartiers, vous évitez de sortir à certaines heures, certes c'est un peu restrictif. Vous avez ça, mais je peux vous assurer que c'est aussi une très bonne expérience parce qu'après ça vous pouvez prendre tout le type de responsabilité. Je relativise, c'est juste en fait pour faire un tout petit peu d'humour, mais c'est vrai que quand on part travailler, quand on part en fait travailler, la première des choses, c'est pour gagner sa vie, et non pas pour la perdre. C'est un élément qui est fondamental. Donc la priorité, elle se doit d'être en fait pour la protection des employés d'une structure, et je peux en fait qu'applaudir. Ou même entre-temps, je suis riche de la gestion de risque. Aujourd'hui, si je vous posais la question, hier c'était vous qui posiez la question. Aujourd'hui, si vous voulez bien, on va juste changer un tout petit peu, c'est moi qui vais poser la question. Je voudrais avoir 2-3 avis pour vous maintenant, en fonction de ce que vous avez entendu, c'est quoi la gestion de risque? Il n'y a pas de question piège, il n'y a pas en fait de bonne ou de mauvaise réponse, je peux vous assurer cela. Donc si l'un d'entre vous peut juste prendre la parole pour nous dire pour lui aujourd'hui, en fonction de ce qu'il a entendu, c'est quoi la gestion de risque en tant qu'ingénieur?
Je vois en fait déjà M. Cadet. M. Cadet, je vous remercie en fait de revenir. Je vais demander à la fin déjà de vous applaudir. Merci d'être là parmi nous. Donc j'ai cru vous avoir vu tout à l'heure. Je me suis permis de vous introduire. Si quelqu'un veut bien déjà vous donner un micro, ce serait magnifique. Sinon, vous pouvez prendre mon siège. Il était temps de sortir de la salle, mais bon, j'ai été rattrapé. Effectivement, j'ai été très intéressé par toutes les interventions, parce qu'effectivement, le risque il est partout, et vous l'avez mentionné. Je dirais, je vais vous dire, hein, vous allez rigoler, mais le plus grand risque que l'on puisse avoir, il y a des gens qui disent oui, mais il est dangereux de faire ça. Il est très dangereux de se coucher la nuit dans son lit, parce que c'est l'endroit où 99% des gens meurent. Donc les gens gèrent quand on va se coucher, on gère le risque. Moi, je voudrais, comme je suis plus du côté de la recherche, alors actuellement le risque est un sujet qui est très sensible dans les entreprises et on vit effectivement à chaque fois que malheureusement un employé meurt, parce que ça arrive malheureusement, on vit ça comme une tragédie dans l'entreprise. À chaque fois, malheureusement c'est une expérience et actuellement on prend les décisions, les actions pour éviter que ça se reproduise. Et ça c'est... vous l'avez mentionné, c'est vraiment quelque chose qui est vécu par l'entreprise comme quelque chose qui est très grave. C'est l'atteinte même à l'intégrité de l'entreprise d'avoir un employé mourant lors d'une activité qui est celle de l'entreprise. Il faut bien comprendre, j'essaie de me rappeler. Alors, le risque, il est partout. Moi, j'ai été, pendant 27 ans, j'ai fait plutôt de la recherche. Et dans une entreprise, on parle beaucoup d'innovation. L'investissement dans l'innovation, c'est du risque, et c'est de la gestion de risque. Parce que c'est à chaque fois, on veut investir une certaine quantité d'argent pour développer un nouveau produit, et à chaque fois, il y a du risque. Et dans les projets, dans la vie quotidienne, comme vous l'avez présenté, dans la vie de l'entreprise, mais partout, dans le développement d'innovation, on gère du risque en permanence. Et à chaque fois, il faut trouver les solutions pour éviter de se trouver dans la situation critique. Actuellement, là, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, mais la situation critique où on a dépensé de l'argent dans une entreprise, il n'y a rien au bout du compte, et ça, c'est une perte sèche pour l'entreprise. Donc, même quand on fait de la recherche, alors peut-être quand on travaille pour le prix Nobel, c'est différent parce que là, le risque est moindre, et je pense que certains intervenants vont en parler, mais le risque, il est partout, à tous les éléments, et je pense qu'il est essentiel de développer effectivement cette culture-là chez les jeunes ingénieurs. C'est absolument essentiel, ça fait partie du métier d'ingénieur d'apprendre cette gestion de risque. Voilà ce que je voulais dire, et les présentations qui ont été faites, déjà j'ai appris des choses, donc c'est déjà très bien, et effectivement, c'est des choses dont j'ai entendu parler dans mon entreprise, Alstom, et qui sont au quotidien. J'ai passé récemment, bon, moi je suis à un niveau, on va dire, il n'y a pas de gestion de risque réellement. On a eu un accident mortel, plusieurs employés sont morts récemment pour des problèmes, c'est en justice maintenant, hein, c'est des enquêtes qui sont menées. Et puis on a tous eu, tous les employés, à passer, il y avait sur Internet accès à un site et il a fallu apprendre, passer 3 heures, répondre à des questions et passer l'examen. Hein, ceux qui ne passaient pas, ils repartaient, il fallait qu'ils reprennent. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Donc je vous remercie Monsieur Cadet, vous l'avez dit très bien, en fait c'est l'affaire de tout le monde. Je tiens à vous rappeler encore une fois qu'on peut aussi minimiser le risque en tant qu'entreprise en gardant l'argent chez soi dans son matelas. Oui, ça pourrait prendre au feu un de ces quatre. Mais par contre, il faut se rappeler de quelque chose de très important. Avant de parler de gestion de risque, avant de parler en fait, de toutes ces notions-là, il faut vous rappeler en fait, que l'entreprise elle est basée sur l'ambition déjà. Je pense qu'on est d'accord en fait, sur ce point-là. L'entreprise, elle est basée sur l'ambition. Elle est basée aussi sur de l'optimisme. Parce que sinon, on n'investit pas. Ou au moins, en fait, on met notre argent dans des bons d'État où on est sûr en fait, d'avoir un certain pourcentage. Donc, quand on veut investir, il faut être ambitieux. Et c'est cette culture-là que je voudrais en fait que vous autres, ingénieurs, ayez. Parce que beaucoup d'entre vous, et je l'espère, seront des créateurs d'emplois par la suite. Et pour ceux qui choisiront d'avoir une carrière, ben, ils insuffleront ce souffle-là à leurs collaborateurs. C'est très très fondamental. Il faut être ambitieux déjà. Et en étant ambitieux, on établit une vision. Une vision qui se traduit par la suite en objectif stratégique.
Et les objectifs stratégiques en découlent en plan, en stratégie, etc. Plus ou moins flexible, plus ou moins agile. Et là, on établit la gestion de risque pour éviter d'avoir des coûts, pour éviter aussi en fait, de dérailler l'objectif principal, etc. Mais avant, l'essence, c'est la vision. Établissez vos goals, établissez vos objectifs. Et cette notion-là, elle ne s'applique pas uniquement à l'entreprise, elle s'applique aussi à vos carrières. Je vous ai donné en fait, tout à l'heure des exemples en fait, très simplistes, mais c'est des exemples qui sont aussi liés à votre carrière. Ce que j'aimerais bien, c'est que chacun d'entre vous, par la suite, en fait, s'assoie avec lui-même et pense dans 20 ans, qu'est-ce que je veux devenir, moi, élève ingénieur, dans 15 ans et dans 10 ans. Et c'est d'établir une sorte de path, des objectifs stratégiques, et à côté, quels sont les risques potentiels dont on parlait Simon Sasser, dont a parlé Dr. Saïd et c'est Aminou Lahia. Quels sont les risques potentiels pour que je n'atteigne pas en fait ces objectifs? Quels sont les risques? Quelle est l'évaluation? Quelle est l'importance de ces risques-là? Quelle est la gravité? Le fameux jeu dont a parlé en fait Simon Sasser tout à l'heure. Quelle est la gravité en fait et l'impact pour que moi, qui veux dans 20 ans devenir chef d'entreprise, devenir ministre, devenir le prix Nobel, j'aimerais bien avoir en fait des Marocains prix Nobel aussi. Et il faut juste en fait travailler et avoir confiance, croyez-moi. Mais garder une notion très importante, qu'on a tendance à oublier parfois quand on commence à devenir en fait très ambitieux, c'est l'humilité. Si vous arrivez en fait à jouer sur ces deux éléments, l'ambition et garder une certaine humilité, il n'y a personne en fait qui puisse vous arrêter. Donc je m'arrête en fait sur ce point-là. Si vous avez des questions sur la notion de gestion des risques, s'il vous plaît, posez-les. Je prends en fait 3 questions, parce que notre cher ami Walhian, il a une conf call, une conférence téléphonique importante à prendre, donc il nous quitte dans 10 minutes précisément. Donc je vous en prie, je vois déjà la première question. Voilà. Alors je me pose un peu une petite question, parce que là il y a tout un jeu sur la gestion de risque, mais vous avez parlé de vie humaine, de l'importance de la vie humaine. Donc, je me pose une question toute simple, est-ce que l'entreprise se soucie de la vie humaine par souci éthique, ou bien est-ce par toutes les pertes que va engendrer cette mort de vie humaine, par toute la procédure judiciaire et tout ce qu'il va falloir payer après? Excellent. Donc ça marche bien. Voilà. Donc Salam, la question. Bon, Faisal Bib, filière SIC, ici à l'école. Et la question que je voulais poser en effet, c'est de savoir, pour moi qui serai ingénieur prochainement, à quel stade on commence à adopter cette approche de gestion de risque. Moi, en tant qu'ingénieur qui va atterrir dans une entreprise ou bureau d'études, à quelle ampleur on pense vraiment une recette, c'est-à-dire un projet avec un budget assez faible, est-ce qu'on va invoquer cette approche managériale de management risque ou non? Donc, à quel stade de ma carrière je vais penser à introduire cette manière de faire? Voilà. C'est mademoiselle Soukina Chamsi, deuxième année, élève ingénieur, génie civil. Ma question est la suivante, je la pose à monsieur Amin Walhian. D'après votre expérience, est-ce que vous pensez que la société marocaine est suffisamment munie d'outils de gestion de risque? Et si l'on devrait émettre un bilan, est-ce que ce bilan serait positif? Voilà. C'est-à-dire, c'est surtout sur la pertinence un peu de sensibiliser le public, et bien entendu nos ingénieurs, sur un peu la gestion de risque dans les chantiers de construction. Comme vous le savez, l'école Hassania, notre filière d'excellence, c'est le génie civil, le BTP, et vous savez, et c'est bien dommage si vous faites un constat dans les chantiers qui sont actuellement même à ce jour ouverts, il y a pas mal quand même de risques qu'on prend depuis l'ouverture du fouille jusqu'à la réception un peu du bâtiment, même un projet de BTP, une route ou bien un barrage ou bien un port. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc Mais je te rassure, c'est-à-dire il y a ce volet éthique qui commence à être de plus en plus important, surtout pour les sociétés qui travaillent dans les appels d'offres internationaux et dans l'international. Donc, mais ce que je peux t'assurer, c'est que j'étais témoin à des sociétés de renommée qui ont perdu des marchés à des millions de dollars parce qu'ils avaient un taux de fréquence d'accidents de travail élevé. Donc, c'est aussi une préoccupation à caractère économique, mais ça ne lui enlève jamais cette casquette d'éthique. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui se respectent, ils ont un code de valeur. Donc, la partie éthique est très importante. Et si vous trouvez, vous prenez par exemple, moi je me parlais de ce pays, vous prenez la Suède.
La Suède, c'est 9 millions d'habitants. Ils ont, c'est aujourd'hui une force économique reconnue au niveau international. Qu'est-ce qui différencie cette culture par rapport à d'autres? Qu'est-ce qui différencie? Et ils ne sont pas le seul. Je dis bien que ce n'est pas le seul pays. Donc c'est qu'ils ont cette notion de développement durable, un équilibre entre l'équilibre économique, qui est la recherche du profit, l'équilibre social, qui est beaucoup plus qui s'approche beaucoup plus de cette éthique, et aussi un équilibre envers l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est avéré qu'on ne peut pas être unidirectionnel. On doit veiller à cet équilibre entre toutes ces contraintes. Donc il y a l'économique et il y a l'éthique aussi. Oui. Si vous me permettez, j'apporterai un élément de réponse complémentaire, mais qui va un peu à contre-courant de ce que dit Siwal Hiyal. J'ai travaillé, j'ai le débat. Oui, j'étais pendant pas mal d'années, d'ailleurs j'ai eu la chance et le privilège de mettre en place le dispositif risque pour le groupe ONA. J'ai lancé aussi un cabinet de conseil, actuellement je suis directeur risque et contrôle interne du groupe Alliance. Je suis aussi fondateur, actuellement président d'honneur de l'association marocaine pour le risk management, donc je connais un peu les pratiques, je parle du Maroc. Sincèrement, je vous dis franchement, aujourd'hui, j'ai vu pas mal de chartes d'éthique dans les entreprises marocaines, notamment celles cotées en bourse. Les codes de déontologie, parce que c'est une obligation. Dans aucun code ni charte d'éthique, je n'ai vu une notion de la préservation et l'importance de la vie humaine pour l'entreprise. Je parle des entreprises marocaines que j'ai vues, et Dieu sait que j'en ai vu, bon, la majorité qui sont cotées en bourse, les entreprises publiques. Donc j'ai vu des codes de déontologie et des chartes d'éthique. Aujourd'hui, les entreprises marocaines qui se soucient de la vie humaine en matière de risque SST, donc qui mettent en place des dispositifs, le font uniquement, ça va déranger peut-être certaines personnes, mais c'est la réalité, le font uniquement pour préserver leur réputation. Et qui dit préserver leur réputation, dit préserver leur business. Voilà. Donc je n'ai pas vu, j'en ai vu peut-être une vingtaine de codes de déontologie ou de chartes d'éthique, je peux vous citer les entreprises une par une, il n'y en a pas une où je vois vie humaine, tolérance zéro. Zéro accident de travail mortel. Non. C'est vrai qu'on se soucie de ça, il y a des secteurs qui sont exposés au risque, les STI, ils le font, c'est par souci de réputation, qui dit réputation dit business. Surtout quand on va aller prendre des marchés, on veut être nickel sur notre taux de fréquence et taux de gravité, pour justement ne pas être en dehors du business. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, c'est positif. Je vous rappelle juste que quand on parle d'éléments humains et de risque par rapport à l'élément humain, ça rentre dans le cadre de la RSE, de la CSR, la responsabilité sociale d'entreprise, Corporate Social Responsibility. Et je tiens à rappeler en fait qu'en vous entendant, vous m'avez rappelé en fait certaines notions de la RSE. En RSE, il y a 3 niveaux. Les niveaux 0, 1 et 2. Niveau 0, c'est compliance with the law, c'est respect de la loi. C'est ce qu'on appelle hard law, c'est-à-dire si vous ne le faites pas, ben on vous tape sur les doigts. C'est quoi? C'est la CNSS. C'est les EPI, les équipements de protection, et c'est un ensemble d'autres éléments. C'est la couverture médicale, etc. Une entreprise n'a pas le choix. Se doit des avoir. Le niveau 1, c'est la gestion des risques. Et là, c'est principalement, en fait, comme je l'ai dit au départ, c'est principalement, en fait, le souci de base, il est purement financier, à la base. Mais par contre, il y a des entreprises qui ont cette notion, en fait, de code d'éthique qui est plus développée que d'autres. Mais une entreprise, je peux vous assurer, si vous voulez la convaincre, ben, le meilleur moyen, c'est d'essayer de chiffrer. Et je peux vous donner, parce que j'ai vu, en fait, tout à l'heure, l'énergie dans ce que vous disiez. Vos yeux brillaient. Donc j'ai vu, en fait, que, voilà, quelque part, vous étiez motivé par rapport à ça. Donc si vous me permettez, je vais vous donner, en fait, 2-3 pistes pour convaincre une entreprise, pour adopter une démarche pareille. Ben, c'est ça. Quand il y a un accident de travail, de 1, automatiquement, il y a une baisse de la productivité. Vous êtes d'accord? Deuxième élément, donc, baisse de la productivité, automatiquement un impact financier. Deuxièmement, il y a une baisse, en fait, de ce qu'on appelle le knowledge database, parce que c'est un savoir-faire d'entreprise, cet employé-là, qu'il soit manager, ouvrier, compagnon, superviseur, ingénieur, donc c'est le savoir-faire de l'entreprise qui va baisser, en fait, il savait, en fait, qu'il était le plus expert dans sa tâche. D'accord? Donc ça va en fait baisser. C'est aussi des impacts indirects, comme l'a bien dit, notamment pour les marchés publics, etc. Et là encore une fois, je souligne un élément très important. Les marchés publics ne sont pas uniquement en fait juste un papier ou juste en fait un appel d'offres auquel on répond. C'est une traduction de la volonté d'un État. C'est vraiment la traduction de la volonté d'un État.
Nous sommes un État en fait quand même qui est très innovateur en ce domaine. Sa Majesté le Roi fut le premier chef d'État arabe et africain à avoir parlé très très clairement de la notion de l'importance d'éléments humains. Et ça, c'était bien avant en fait, le printemps arabe, etc. C'était en fait, là je parle du forum de Davos, fin de l'année 2010. Le message il était très clair. C'était l'élément humain est le centre du modèle de développement économique du Maroc. Et si on fait un décollage, et si on vise un leadership, ce sera avec ce modèle-là. Donc on ne peut avoir une autre vision. On ne peut pas en fait nous contredire. Quand on choisit ce chemin-là, ben, c'est un chemin en fait qu'on doit tous se mobiliser autour. Mais je peux vous dire que ce n'est pas en fait facile de changer les mentalités. Donc il y a l'élément en fait hard law et l'élément soft law. L'élément hard law, on en a parlé, c'est d'avoir en fait la couverture médicale, d'avoir en fait tous les différents éléments. Et l'élément soft law, c'est vous. Parce que c'est vous en fait les futurs managers. Quand vous êtes là, mobilisez vos équipes. Sachez en fait vous arrivez à m'entendre parce qu'il y a un petit souci parfois en fait avec le excellent. Essayez en fait de mobiliser vos équipes, essayez en fait de leur montrer de l'intérêt, essayez de les inclure dans le processus de décision et montrez que ça crée plus de richesse pour l'entreprise. Et vous verrez que ça donnera en fait plus de gens vont vous suivre. Donnez en fait l'exemple, by the way. Faites en fait, donnez l'exemple vous-même. Donc Dr Saïd, vous voulez en fait intervenir aussi s'il vous plaît. Pour moi, un petit peu, j'ai toujours la double approche. L'approche simpliste pour ceux qui veulent la simplicité, mais je complique par la suite pour ceux qui cherchent la perfection. L'approche simpliste, ce que vous avez dit pour l'approche des risques, lorsqu'on fait un exposé pour justement pousser les gens, on parle des enjeux. On cite l'enjeu humain, l'enjeu commercial, l'enjeu économique, l'enjeu social, pratiquement un petit peu là où tout un chacun des présents trouvera son compte. Et il y a ceux qui trouveront leur compte dans l'enjeu humain, et justement, le monde entier aujourd'hui, il évolue. Là, je complique un peu plus que la RSE, je vais vers la RSO, l'ISO 26000, c'est la dernière norme aujourd'hui en débat, parce qu'elle est mise en œuvre, et justement, elle a la particularité de ne pas être certifiable. Ce n'est pas une norme que vous allez avoir un logo, un certificat pour vous faire valoir quelque part. C'est des lignes directrices, justement, qui, entre autres, font de l'être humain, de la valeur des droits de l'homme, de la valeur de la, je dirais un petit peu la relation vis-à-vis des partenaires, des parties prenantes, et ce qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire que si vous voulez vous incarner dans une démarche redevable envers vous-même, envers votre société, ben, il y a des lignes directrices qui versent, entre autres, dans le respect de l'intégrité humaine. Je poursuis pour la question qui a été posée, quand est-ce qu'on intègre l'évaluation des risques. Vous savez, quand vous êtes rentré là, vous avez déjà intégré l'évaluation des risques. Quand vous marchez, vous vous dites, est-ce que je peux trébucher? Et si je trébuche, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et là, vous avez intégré la probabilité que vous trébuchez et la gravité de ce qui va arriver. Si vous étiez sûr que la gravité, elle est mortelle, certainement vous n'auriez pas marché comme ce que vous avez fait. Mais parce que votre esprit, il a réagi de telle sorte. Vous êtes tenu d'intégrer le management et l'évaluation des risques dans toutes vos activités, dans toute votre approche. C'est un quotidien. Et c'est justement l'élément capital. Et une question qui m'est posée, si vous permettez, c'est pour les chantiers. Alors là, justement, on n'en parle que très peu, et malheureusement. Parce que pour les chantiers, et notamment les chantiers en construction, ils ont la particularité de ne pas être une installation existante et où on a le temps de prendre le temps pour pouvoir la gérer. C'est un chantier qui a une durée de vie limitée et qui, ma foi, doit être géré au jour le jour, parce qu'il y a des choses qui interfèrent au jour le jour. Il a la particularité d'avoir des intervenants sur le plan juridique qui sont variables. Il y a une multitude de contrats, de la sous-traitance, des contrats de service, des contrats de louage, des contrats de travail par rapport aux salariés. Il y a des choses qu'il faut gérer sur cet aspect-là. Et surtout, il y a des aléas relatifs à la construction par elle-même que parfois il faut l'intégrer au même titre que l'intégration des risques pour l'installation. Un chantier, un bâtiment, il peut s'écrouler d'un moment à l'autre. En tant que gestionnaire de risque, il faut que je le gère en tant que bâtiment, mais il faut que je le gère versus salariés et travailleurs qui sont là-dedans. Chose assez souvent qu'on ne fait pas en réponse à cette gestion de risque, mais peut-être par rapport aux techniques et procédures utilisées.
Moutassel, il y avait voulu en fait rajouter quelque chose, notamment par rapport à la notion de momentum, de la question de Faisal. Quand est-ce qu'on intègre la démarche? En fait, je pense que vous avez déjà quelque chose à... Oui, rapidement, très rapidement. Effectivement, ça rejoint parce que finalement, si vous avez vu un peu nos exposés, le risk management, c'est avant tout du bon sens. En fait, demain, vous avez parlé de moyens. Je peux vous répondre simplement. Aujourd'hui, avec 0 dirham, on peut faire du risk management sur un projet de X millions de dirhams, un petit projet, par exemple, de construction, etc. C'est du bon sens, parce que le fait d'identifier mes risques, ça, je peux le faire, c'est de la logique. Le fait de les évaluer, c'est aussi de la logique, c'est par rapport au... Je vais chercher un peu de sinistralité, essayer de faire des scénarios. Et puis, j'évalue l'existence et ça ne me coûte rien. Je vais mettre en place des actions. La majorité des actions de prévention ne coûtent pas grand-chose. Après, éventuellement, oui, s'il faut investir pour des dispositifs de contrôle particuliers, oui, mais déjà le fait, ce que vous pouvez faire, par exemple, en tant que jeune ingénieur qui intègre, premier job, on vous donne la responsabilité d'un petit chantier, par exemple, il y a une chose qui vous coûte 0, c'est que du bon sens, et vous pouvez faire, ce serait une valeur ajoutée pour vous vis-à-vis de votre management. C'est, 1, identifier vos risques et les évaluer. C'est faire ce qu'on appelle dans le jargon une carte des risques du projet. On ne parle même pas de dispositif à mettre en place. Donc, juste pour dire à votre management, on a un projet, il y a une carte des risques, les risques qui feraient en sorte que ce projet dérive sur le coût, délai, qualité. Juste le fait de les identifier, de les évaluer, ça ne vous coûte rien. Vous prenez l'ISO 31000, vous êtes ingénieur, donc vous avez peut-être bien fait, comme on dit. Donc le fait de faire ça, ça ne coûte rien, vous êtes déjà en train de faire du risk management. Excellent. Merci beaucoup. Donc le mot de la fin par rapport à cette première partie, avant d'attaquer la deuxième, c'est Amin Amoulhian, avant qu'il nous quitte. Alors, avant de vous quitter, la demoiselle, par respect à la personne qui a posé la question, donc moi, malheureusement, je n'ai pas d'expérience dans les sociétés marocaines, mais tout ce que je sais, c'est en tant qu'observateur, pas plus que vous. Donc je sais qu'aujourd'hui, le Maroc, il a une volonté de progresser. Je sais aussi, au même titre que vous, qu'on est on va dire, dans l'étape embryonnaire. Mais il y a une volonté politique, il y a une volonté économique. Et normalement, mon collègue a déjà répondu par rapport à cette question relative à l'état de la sécurité au niveau des sociétés marocaines. Ce n'est pas un problème, mais c'est une opportunité de développement. Par contre, les multinationales que j'ai vues, et là où j'ai audité des processus carrément, je pense que l'approche est totalement différente et il n'y a pas de mal de partager cette expérience avec les sociétés marocaines et c'est le but. Donc avant de partir, merci infiniment pour les questions enrichissantes. Je suis là pas pour faire un transfert de compétences, mais pour faire un partage, mais aussi apprendre. Pour moi, le but est atteint. Je suis très content et très fier d'avoir été aujourd'hui avec vous. Et je vous laisse pour une obligation que je ne peux pas normalement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. En fait, vous demandez s'il vous plaît de les applaudir, en fait, d'applaudir ces deux messieurs, d'applaudir Simon Tasser et Amin très chaleureusement. Ils ont tenu à être parmi nous ce matin. Je garde Dr Saïd, donc au moins j'ai quelqu'un à côté, un représentatif en fait de l'équipe de gestion des risques et de management des risques, au cas où en fait vous aurez des questions par la suite. Donc merci à vous. Merci.